Pensez-vous que cet été sera ennuyeux? Range, range, range et ETH en septembre et baisse des taux US. Alors justement, ça faisait partie un peu des discussions qu'on avait en off avec Théo avant de faire ce live et je pense que ça serait intéressant peut-être que tu donnes ton point de vue Théo, sur, tu sais, ce que tu m'as dit en off aussi, la Ouais, parce disposition. qu'on c'est ouais, mais c'est dans l'ensemble, on en discutait juste avant de lancer. C'est vrai que ce bull run, il est quand même un peu spécial. Alors bien que des fois, on se fait taper sur les doigts, moi notamment, j'ai eu des commentaires moyennement sympas, parce que j'avais parlé des différences de ce bull run par rapport au précédent. Et alors, je sais pas si c'est l'effet que c'est pas mon premier bull run ou que réellement c'est vraiment différent, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on s'ennuie un peu sur ce bull run. Parce que c'est vrai qu'il se passe, peut-être moins de choses que sur les précédents, notamment en termes de projets d'innovation technologique. Alors, il y en a, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par exemple, tout ce qui est, ce qu'on va évoquer plus tard, le liquid staking, le liquid restaking, tout ça, bon, c'est des évolutions qui n'existaient pas sur le dernier bull run. Mais c'est vrai qu'en 2020-2021, par exemple, il y avait tous les DEX qui étaient arrivés, la DeFi, les nouveaux protocoles, le lending, le borrowing, PancakeSwap avec Binance Smart Chain, avec la possibilité de former des cakes. Enfin, il y avait toutes ces choses-là qui sont arrivées sur l'écosystème, qui continuent de se développer d'ailleurs. Et alors, peut-être que c'est parce que je suis peut-être un peu plus, je suis beaucoup moins investi et en temps et émotionnellement parce que j'ai d'autres choses à faire que, que la dernière fois Mmh. que passais tout mon temps, toute ma journée sur Twitter, à regarder les cryptos, à regarder des vidéos YouTube. Je faisais que ça de ma vie. Donc là, j'ai un peu évolué, donc j'ai peut-être moins de temps et il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passé. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu plus. Et je pense que tu vois, c'est aussi partagé parce qu'il y a pas mal de posts dans ce sens-là sur Twitter. Et même au niveau du feeling, au niveau du sentiment sur les réseaux sociaux, alors qu'on était presque, on a presque retouché la tâche de BTC, il n'y a pas un enflammement, tu vois, et c'est pas ouais, c'est bon, to the moon, ça va partir plus haut, tu vois, c'est relativement plat, relativement calme, alors que on est quand même à des niveaux de prix on a dépassé la tâche de Bitcoin, on s'en rapproche encore un petit peu, mais même, tu vois, s'il y a pas plus que ça, tu vois, les gens, je sais pas s'ils sont blasés ou qu'ils attendent une grosse montée, ou si le sentiment retail a changé, notamment aussi avec la hype des meme coins. Il y a l'IA qui est un peu pumpé, mais à part ça, tu vois, il y a le BTC qui a presque retrouvé son ATH, qui va peut-être le dépasser, on sait pas quand. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même assez calme. Et pour ma part, je ressens beaucoup moins l'euphorie. J'ai l'impression que c'est assez généralisé. Je sais pas toi Mmh. comment tu vois le truc, mais j'ai l'impression que c'est moins la folie que sur les derniers cycles, en gros. Ouais, je partage ton point de vue. C'est-à-dire que quand on regardait le cycle précédent, sur 2020-2021, quand le BTC avait dépassé le précédent ATH, tu sais, de 20 000 $ du cycle de 2017, là, clairement, tout le monde, heu, pétait un câble, quoi. Parce que pour eux, le bitcoin, c'était mort, l'Ether, c'était mort, tout était dead, après le cycle de 2017. C'était le premier gros cycle retail aussi, hein, 2017, hein. Hem, c'est là où on a eu l'euphorie avec monsieur, madame, tout le monde qui commençait à s'intéresser à la crypto. Tu vois, même le cycle de 2013-2014, il y avait un peu de retail, mais c'était pas du tout la même ampleur que ce qu'on avait pu connaître sur 2017. Tu vois, sur 2017, il y avait énormément même d'émissions télé, on en entendait à la radio, il y avait les journaux mainstream qui en parlaient, du Bitcoin, alors que c'était pas le cas, avant. Donc je pense qu'il y a eu une euphorie, et vraiment ouais, un engouement énorme qu'on pouvait voir, sur la cryptosphère, et voire même partout ailleurs, sur 2020-2021 quand le BTC a dépassé son précédent plus haut. Parce que dans la tête, je pense, de beaucoup de personnes, c'était vraiment, le BTC, il est mort, quoi. Le BTC, il est mort, beaucoup avaient, capitulé, même les gros de marché et tout, il y en avait beaucoup qui avaient peur, quoi. Même Andreas Antonopoulos qui est là sur le Bitcoin depuis des années, depuis 2009 quand même lui, se disait, bon, la 1re fois où il avait eu peur, où il avait vraiment eu peur pour le bitcoin, c'était quand il y a eu le hack de MTGOX, donc en 2013, et la deuxième fois, ça a été, sur le cycle de 2017-2018, tu vois? Parce qu'il s'est dit, ouais, on a eu quand même une très, très, très grosse bulle pour le coup, et je suis d'accord avec toi que le sentiment qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire que c'est dingue, on se dit, on est à un ATH presque sur le bitcoin ou très, très proche de l'ATH, et tu as l'impression que tout le monde s'en fout quand tu regardes sur, Google, Keyword Planner, le nombre de requêtes pour, achat bitcoin, achat Ethereum, tous ces trucs-là, c'est très, très faible. On est Au très, très niveau bear loin, market, hein, on est au ah niveau bear ouais, market, hein. on est toujours au même niveau bear market. Alors après, moi, je le vois quand même comme un point aussi positif, dans le sens où tu te dis: «S'il y a très peu de gens qui s'y intéressent et que tu es à des niveaux de prix aussi élevés, bah, ça reste des gens plus tard quand on va continuer la tendance haussière», ce qui reste quand même le scénario qu'on privilégie tous les 2.
C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de gens qui risquent de rentrer sur le marché, tu vois? Avec les catalyseurs comme, l'Ether, qui va avoir ses ETF qui vont être valides. Ça a déjà été validé par la SEC, mais en tout cas, il n'y a pas encore des ETF qui sont disponibles pour pouvoir investir directement dedans. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de catalyseurs, qui risquent d'arriver. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif dans le sens où, si vous êtes là encore aujourd'hui et que vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou au final, pas trop? Si on était à un engouement, tout le monde qui remet, les yeux rouges sur Twitter avec, tu vois, les laser eyes, les diamond hand, tout le monde qui arrive, comment s'appelle? Elon Musk qui commence à dire: «C'est bon, on réaccepte le bitcoin pour acheter des Tesla», tous ces trucs-là. Un autre pays qui accepte, déposer bitcoin en tant que réserve ou, même le rendre en, monnaie légale sur un autre pays et tout. Tu vois, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle sur le court terme, mais enfin même sur le long terme, mais sur le court terme, ça veut dire que si ces gens-là posent ces nouvelles, ça sera un catalyseur en moins qu'on n'aura pas par la suite pour maintenir le prix, tu vois? Et moi, je me dis que, voilà, a priori, si on est sur des niveaux de prix aussi élevés, avec si peu de gens qui s'intéressent encore aujourd'hui à la crypto, bah, c'est toujours une vague progressive qu'on aura par la suite. Et pour moi, on n'est pas du tout atteint l'ATH. Il y a encore des catalyseurs, super intéressants. Il y a besoin de latéraliser, mais je pense qu'aussi, il y en a beaucoup qui se sont fait éclater, là, entre janvier et juin de cette année parce que, bah, ils se sont dit: «On est en bear market, on est en bear market, on est en bear market». Et quand on a eu, l'augmentation et la recrudescence sur janvier, février, sur les altcoins, sur le bitcoin et tout, il y en a beaucoup qui ont acheté à ce moment-là et pas sur 2022-2023 et qui se retrouvent dans le rouge aujourd'hui. Donc ça les incite pas non plus à en parler positivement, tu vois? Quand on était sur le cycle de 2020-2021 ou 2017, en fait, tu avais 99 des gens qui, à un moment donné, étaient dans le positif, avant que ça se retourne, parce que ça, c'est clairement pas durable. Mais tu vois, là, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont en perte, parce que la majorité s'est réveillée, un peu tard dans le cycle, quoi, globalement. Ouais et puis surtout, j'en parlais aussi, la dernière fois, c'est la dilution du marché au final. Parce qu'on se retrouve Mmh. effectivement avec des vagues d'adoption de plus en plus fortes. En 2017-2020, tu avais à peu près tout qui pumpait. Le dernier cycle, du moment que tu étais dans un schéma narratif qui marchait plutôt bien, la DeFi, la GameFi, avec le peu de projets, le peu de jetons au final qu'il y avait dans chaque niche, même si tu n'avais pas le top performer, il fallait quand même être vraiment avoir pris la dernière des saloperies pour pas faire un petit billet. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi ce facteur-là où il y a plein de gens au final qui hold des bagues depuis, depuis Mmh. 4 ans sur des projets qui sont maintenant de cycle 2, de schéma narratif de cycle 2 et qui regardent la TH avec souvent, mais comme Axis par exemple, ou plein de projets qui ont fait un truc exponentiel en 2020-2021, qui maintenant sont retombés et en fait qui sont au niveau d'il y a 2 ans, en fait, qui n'ont pas bougé, qui sont dans un range depuis 2 ans, qui font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qui espèrent qu'on va faire le break through, qui vont sortir du range pour remonter au moins à la TH, voire plus. Mais c'est pas dit du tout au final. Parce qu'on a une dilution des schémas narratifs, une dilution des projets, on a d'autres technologies, on a d'autres niches qui arrivent. Et au final, moi, je pense que plus on avance, plus il va falloir être précautionneux dans les projets dans lesquels on investit, parce que c'est plus dit du tout, tu vois, que c'est pas parce que tu avais des projets qui étaient top performers du dernier cycle qui vont forcément remonter, tu vois, ou ne serait-ce passer leur ATH, ou même pour pas monter, tu vois. Par exemple, il y a d'autres technologies, il y a d'autres projets, il y a d'autres trucs, c'est pas, la hype est passée et on l'a vu, et puis ça avance, plus on voit le truc, tu entends parler d'un truc, dès que ça sort, par exemple, le RC404, c'est sorti, le nouveau standard où on mélange Avec Pandora, ouais. avec Pandora, tu vois, ça fait le buzz, c'est quelques jours, et après, flat, tu vois, on n'entend plus parler. Et pareil pour plein de projets, au final, il y a des trucs qui sortent qui peuvent être bien ou moins bien, mais la hype, on parle de quelques jours maintenant, tu vois, c'est même plus des semaines, il y a un truc qui sort, tout le monde en parle pendant 2 jours, et après, tu n'entends plus parler. Donc, Mmh. c'est vrai que ressusciter des projets que tu hold depuis des années, mais on ne sait pas trop ce que ça pourra donner. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu effectivement placés par rapport à ça. Et après, je te rejoins sur le fait que oui, c'est peut-être une bonne nouvelle au final qu'il n'y ait pas encore tout cet engouement, et parce que ça laisse le temps potentiellement de raccumuler. Là, on a vu des corrections, notamment sur les alts, à partir de 30-40%. Ça peut être un bon moment pour réaccumuler. Mais c'est vrai que, bon, sur le côté investisseur pur, froid, ok, ben, on attend tant que c'est pas trop, une petite correction, on peut recharger, c'est cool. Mais après, en tant que voilà, participant de l'écosystème crypto et quand même
assez impliqué, tu aimerais bien voir de temps en temps un petit sursaut, quoi, un petit truc, sentir un petit quelque chose. Après, je sais pas si c'est qu'on est un peu plus habitué, qu'il nous faut beaucoup plus maintenant pour avoir des petites sensations, mais ouais, mais à voir comment ça Après, évolue, quoi. à voir comment ça va se dérouler. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, dans l'état actuel des choses et vu ce qui se passe sur le marché crypto, aujourd'hui, à l'instant T, c'est absolument pas un moment pour être bearish. Ceux qui vont Non, se faire clairement. éclater, ceux qui se disent, les, tu sais, comme on dit, les permabères ou des mecs qui se disent je vais shorter le marché, je vais shorter, je vais shorter. D'être sûr que c'est ceux qui vont bouffer le foin, hein, à la fin, hein. C'est des mecs qui vont se faire liquider. C'est des mecs. Là, vous êtes sur une tendance clairement haussière. Ça fait des mois qu'on est sur une tendance haussière. Donc, même si vous avez une approche plus trading, swing trading, où vous investissez en fait sur des tendances, là, on est clairement sur une tendance haussière. Pas sur toutes les cryptos, parce qu'il y a beaucoup de sous-cycles avec des petites alt season, etc. Quand on vous parle de alt season, ça vient quand même. La véritable alt season vient plus tard dans le cycle, mais il peut y avoir des pré-alt season ou des petites alt season qui vont venir s'intercaler au fur et à mesure dans le cycle. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui se font avoir en bull market, c'est ceux qui vont vendre leurs actifs à un moment donné pour espérer les racheter plus bas. Regardez ce qui s'est passé pour l'Ether. Ceux qui ont vendu leurs Ethers à 2300 euros pour essayer de les racheter à 1900 euros. Une news qui a coupé l'herbe sous le pied de beaucoup de personnes avec l'ICC qui a dit c'est bon, on accepte les ETF Ethereum. En une nuit, le truc, il est passé de 2200, 2300 euros à 3400 euros. Et là, bah, bon courage pour essayer de racheter de l'Ether à 1900, 1800 euros, hein. Pas dit que ça ne sera pas possible, j'en sais rien. Mais vous pouvez rapidement, en fait, sur une simple news, sur l'arrivée d'un institutionnel, une grosse baleine, un milliardaire qui se dit tiens, moi j'aime bien cette crypto, j'ai envie d'en acheter. Rapidement, on peut se retrouver avec des augmentations de prix et voir le cours qui vous laisse sur le bas-chaussée, en fait, hein, sur le bas-côté, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester ultra vigilant et que quand on est en période de bull run, en bear market, l'approche est différente, mais quand on est en période de bull run, bah, en fait, quand il y a des périodes comme ça de correction qui peuvent être plus ou moins importantes sur des alts, sur du bitcoin, sur de l'ether ou ce que vous voulez, vous en profitez pour accélérer votre DCA avec du fiat ou pour réinjecter de nouveau la liquidité pour profiter de ces périodes de baisse. Vous achetez des bougies rouges, vous n'achetez jamais des bougies vertes. Le problème, c'est que beaucoup de gens font l'inverse. Voilà. On a tous fait cette erreur, hein, nous y compris, hein. On a tous FOMO à un moment donné, on a tous acheté des bougies vertes, voilà. Mais simplement, aujourd'hui, ce qui va vous permettre de vous protéger, c'est justement de lisser votre prix moyen d'achat à la baisse et de profiter des périodes comme ça où beaucoup de gens se désintéressent de la crypto pour vous rentrer. Vous allez prendre ce risque à l'achat pour vous protéger aussi à la revente et avoir des estimations beaucoup plus conservatrices pour les reprises de bénéfices quand vous allez décider de sortir du marché. C'est ça qui est super important. Mais aujourd'hui, moi, je reste intimement convaincu de ça, même s'il y a des points quand même de vigilance à avoir comme à chaque fois. Je pense qu'on n'est encore pas du tout, sur le top du cycle. Je pense qu'on est en train de latéraliser comme ce qu'on a fait, c'est ce que je crois que c'était Martin qui disait ça. De loin, ouais. Après la charte du BTC, aujourd'hui ressemble beaucoup au cycle de 2020. Alors pas forcément non plus, parce que le chart de 2020, je te rappelle quand même, on a eu la crise sanitaire, le BTC, il était passé de 12 000, 13 000 $ à un moment donné, à moins de 5 000 balles pour après, remonter, hyper haut rapidement. Donc il y a quand même un catalyseur où là, on parlait d'un truc où on a fait un lockdown sur, le monde entier, quoi. On a dit aux gens: «Bon, bah, voilà, maintenant vous sortez plus de chez vous, vous allez plus bosser, vous avez plus le droit de faire, plein de trucs, et vous restez chez vous, quoi». Donc ouais, les actifs risqués, là, ils ont pris une sacrée déculottée, mais ça a été pareil sur les marchés financiers. Là, en ce moment, les marchés financiers vont très bien, machinalement, le Nasdaq, le S&P 500, et tout ce qui s'ensuit. Le BTC a dépassé son ATH et là, il est en train de consolider. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où, en fait, 2020, c'était plutôt une période de d'accumulation où il y avait beaucoup d'altcoins qui se sont fait oblitérer sur cette période-là. Et c'était surtout les schémas narratifs les premiers les schémas narratifs numéro un, les nouveaux schémas narratifs et les coins de cycle 1 qui étaient en l'occurrence la DeFi, donc avec Uniswap, Curve Finance, Compound, AV, PancakeSwap et tous ces coins-là, qui faisaient à la fois partie des coins de cycle 1 et des nouveaux schémas narratifs qui étaient recherchés à l'instant T. Donc, si vous étiez sur ces projets-là, sur 2020, 2021, vous aviez fait des super performances, mais il y avait des projets qui étaient là comme avant. Prenez IOTA, vous prenez XRP, vous prenez tous ces projets-là qui étaient présents sur le cycle d'avant et qui avaient eu des belles performances sur 2017, qui se sont fait éclater sur le cycle 2020-2021. Et à mon avis, sur ce cycle-là, ça sera pareil. Il y a des projets
qui fonctionnaient très bien, comme Axis Infinity et d'autres projets qui avaient lancé en fait un nouvel écosystème, hein, le Play to Earn, la GameFi et tout, sur 2020-2021. Il n'est pas dit que ça soit les top performers sur 2023, 2024, 2025. Voilà. Si en plus ça continue sur 2025. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, on est encore dans une phase d'accumulation, notamment sur des alts. S'il y avait des alts que vous souhaitiez vous procurer, quand ils étaient, 50, 60, 70 plus chers, là, vous avez la possibilité de les acheter pour un discount. Profitez-en. Profitez-en, faites-le, continuez votre DCA, continuez de vous former, voilà. Mais attention, ceux qui pensent aujourd'hui que le bull market est fini, et que vous privilégiez uniquement ce scénario-là en vous disant: «C'est sûr à 100 que le bull market est fini», attention. Parce qu'il est possible aussi que le scénario que vous privilégiez soit pas le bon. C'est pour ça qu'il faut essayer de tout prévoir. Et pour ça que nous aussi, on a toujours une part encore assez significative de notre portefeuille qu'on partage dans le programme d'accompagnement, hein, mais qui est encore en stablecoin parce qu'on se dit, voilà, si jamais ça continue de baisser, si jamais on a le pivot, si jamais les élections américaines ne se passent pas comme prévu, si jamais, peu importe, on part en récession ou même en bear market pendant 3 ans, ça reste une éventualité, pas une probabilité énorme selon moi, mais ça reste une éventualité. Est-ce que vous êtes dans la merde? Et je pense qu'aujourd'hui, 99 des gens en crypto, si demain on part en bear market, là, si dès aujourd'hui, on part en bear market pendant 3 ans, là, tu éclates 99 des gens qui sont en crypto, là. Sûr. Les plateformes d'échange, tout, tout. Ouais, mais surtout, et puis aussi considérer l'autre scénario parce que tu avais eu, des commentaires, on en avait parlé, où se dire: «On n'a encore rien vu, le bull run n'a pas encore Mmh. commencé», parce qu'il y a des Exactement. personnes qui sont aussi dans ce mindset-là, de se dire qu'on n'a encore rien vu, que c'est justement parce qu'on se fait chier, justement parce que le retail, justement parce que le sentiment est pas l'euphorie. Il y a des personnes qui se disent: «Au final, on n'a même pas encore commencé la phase exponentielle, il reste tout à venir, on n'a encore rien vu». Alors qu'on a quand même, pour ma part, je pense qu'il reste quand même des jolies performances à venir, mais on n'est pas au tout début du cycle non plus, quoi. On est peut-être dans Bah, une correction du cycle. sur le BTC, c'est clair qu'on n'est clairement pas au début du cycle. Après, tu vois, Oui, même l'Ether, si tu l'achètes aujourd'hui, tu es même pas à la TH. On est encore assez loin de la TH. Il y a pas encore les ETF qui sont disponibles. Les prévisions que je regardais là-dessus, c'était 5 milliards à peu près de capital qui serait, investi, via les ETF Ethereum, sur les prochaines semaines, prochains mois, donc 5 milliards d'achats, en spot, sur de l'Ether, quand tu sais que sur, la total supply, disponible, on est, sur un plus bas depuis 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de supply disponible à la vente sur l'Ether depuis les 6 dernières années. Le précédent qu'on avait eu comme ça, c'était sur, presque 2016. Donc, tu vois, c'est enfin un peu plus quoi, 2018, tu vois? Un truc comme ça, enfin, je sais plus, faudrait faire le calcul. Mais tu vois, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que là, tu te dis, on est, sur des niveaux quand même élevés. On a eu le staking, on a Ethereum, 2.0 qui a été ouais, c'est pour sorti ça, ouais. avec, tu vois, une partie des fonds qui sont bloqués. La dynamique est plus du tout la même. Les gens comprennent aussi que le self custody, c'est hyper important d'avoir ces fonds, de plus les laisser sur les plateformes d'échange, centralisées, voilà. Donc on commence à avoir aussi, tout ce truc-là qui arrive et donc si tu as jamais eu aussi peu de terres de disponibles et que tu as, 5 000 qui arrivent avec des d'achats, avec des ETF, forcément ça va avoir un impact énorme sur le prix et si les terres fonctionnent bien, forcément les altcoins vont très bien performer aussi, tu vois? Pourquoi les altcoins ont très, très bien performé sur, 2020-2021 et notamment sur de la DeFi? Parce qu'ils étaient directement liés à l'Ether aussi, hein. La plupart des innovations qu'on avait sur Ethereum, enfin c'était, au la DeFi, la NFT, la GameFi et tout, en fait, principalement, c'était, presque exclusivement que sur Ethereum et donc ça a permis d'avoir une demande qui est énorme et l'Ether, il est passé, de 2018, tu te souviens, hein, de 70 € à, 4 400, balles, en 2 ans. Tu as Je 2 m'en ans, souviens 2 ans et bien, ouais. demi. Voilà et pourquoi ça a eu ça? Parce que justement, la demande était drivée par à la fois les schémas narratifs qui venaient de sortir, la DeFi, les NFT, la GameFi et tout ce qui s'ensuit et puis, par rapport aussi au fait que beaucoup de gens pensaient que l'Ether était, décédé à cette époque-là. Tu vois? Bah, surtout, Et en là fait, ça nous donnera une bonne transition pour ce qu'on va évoquer après, justement, avec tout ce qui est, loquer les Ethers. Mais effectivement, moi, je vois ça comme, si tu investis dans Ethereum, c'est que tu veux un peu plus de leverage par rapport à Bitcoin. Et si tu mmh, investis dans les alts, c'est que tu veux du leverage par rapport à Ethereum. mmh, Donc, en fait, il y a tout qui est lié. Effectivement, Ethereum, je pense que il a encore pas mal de marge à monter. Mais
On n'est pas non plus, il faut arrêter de déconner, en début de cycle où il n'y a encore rien Non. vu qui est passé. Il y a eu des annonces, il y a eu des choses, on a quand même pris des beaux pourcentages. Donc voilà, c'est pas non plus, il reste encore un an jusqu'en fin 2025 de bull run, on n'a encore rien vu, il y a tout qui va prendre x10. Alors sur les altes, peut-être, il y a encore des belles choses à venir, mais sur BTC, par exemple, bon, on sera à la Non, mais moitié, ça sur ne m'étonnerait pas, BTC, quoi. faut pas être débile non plus. Tu dis Ouais. reste un x10 sur le BTC, OK, mais moi je sortirais bien avant. Oui, Voilà, oui, oui. D'accord. et sur l'Ether, tu vois, je sais pas tes prévisions sur ce cycle, mais souvent on nous demande les prévisions. Mais tu vois, on sait que l'ATH sur le précédent cycle, c'était 4 300, 4 400 $ ou euros, je sais plus. Tu vois, même si tu te dis, tu fais un x2, c'est quoi? C'est presque 9 000 balles, tu vois, pour un Ether. 9 000 balles par rapport au précédent plus haut. Moi, ça me semble pas exorbitant comme performance, surtout quand tu as les institutionnels qui arrivent, les ETF et tout. Tu vas voir un Ether à entre 8 000, enfin entre, ouais, 8 000, 9 000, 9 500 $ ou euros, c'est possible. Est-ce que ça veut Mm. dire que vous devez absolument attendre ça pour prendre des bénéfices? Non. Si vous avez acheté, et c'est pour ça qu'on vous dit de renforcer quand il y a des bougies rouges et quand on est en bear market. Parce que le problème, ça on va être clair aussi, hein, c'est que les gens, ils arrivent, ils FOMO le top. Ils achètent un Ether à 4 400 $. OK. Ils se disent: «C'est bon, buy and hold, je vais pas vendre, je suis là pour la technologie, il y a tout le bear market». Ils renforcent pas quand il y a la tendance baissière. Ils rachètent pas quand l'Ether, il est à 1 200 $, 1 500, 1 600, et cetera. Ils attendent parce qu'ils disent: «C'est bon, sur le long terme, j'ai une bonne chance de gagner de l'argent», et c'est pas faux sur des crypto-monnaies comme ça. Simplement, si vous n'avez pas profité de ces périodes de baisse pour pouvoir renforcer vos positions, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous êtes sur un prix d'achat moyen qui est à 4 400 $ pour l'Ether. Ça veut dire que si l'Ether, il monte à 9 000, vous êtes à peine sur un x2. Beaucoup de gens sont pas pour la crypto, sont pas dans la crypto pour faire un x2. Ils sont dans la crypto pour faire un x10, x15, x20, voire plus, faire du life changing direct. Ça veut dire que si vous planifiez de faire du life changing en ayant un prix d'achat moyen sur de l'Ether à 4 400 $, alors je ne sais pas ce que c'est pour vous du life changing, hein, et même déjà faire un x10 sur de l'Ether, c'est démesurément super élevé. C'est-à-dire que c'est un Ether qui est à 45 000 $. 45 000 $, je vous laisse imaginer la valorisation du Bitcoin, parce que tout fonctionne par ratio. Je vous laisse imaginer la valorisation sur les altcoins, et je vous laisse imaginer aussi les frais de gaz que vous allez payer sur de l'Ether si l'Ether il est à 45 000 balles, hein. Là, vous allez faire un swap, vous allez payer 10 000 balles pour faire un swap, ça risque de piquer aussi, hein. Parce que c'est ça aussi que ça veut dire, hein. À chaque fois que l'Ether augmente, il y a de la demande qui augmente et vous allez payer aussi les frais de gaz au prorata de ce qu'on retrouve sur l'Ether. Et c'est pour ça que c'est super important de profiter des périodes de baisse pour lisser votre prix d'achat à la baisse. Parce que si vous avez acheté votre Ether, là, comme on était sur des périodes de baisse en 2022-2023, vous avez acheté votre Ether à 1200, 1500 $. C'est à peu près ça votre prix d'achat moyen, ou 1700 si vous avez acheté un petit peu plus haut. Bah, si vous avez un Ether à 6 000, 7 000 balles, bah, vous êtes presque sur un x5, x6. Donc là où ceux qui n'auront pas racheté seront sur un x2, vous, vous serez peut-être sur un x5, x6. Quand on a renforcé nos positions sur du BTC, quand on était à 17 000 balles, 17 000, 18 000 balles, bah, regardez aujourd'hui, le Bitcoin qui est à 70 000 €, on est très largement en positif. Et là où beaucoup de gens l'ont racheté à 60 000 €, ils sont peut-être un petit peu dans le positif. Mais si on est à 120 000 € sur du Bitcoin, c'est à peine un x2. Alors que nous, faites le calcul, hein. Mais ça, c'est le truc secret que personne comprend en crypto au final. C'est justement dans ces périodes-là où accumuler sur chaque bougie rouge pour baisser son prix d'achat et sortir avant. Parce que moi, pareil, pour l'Ether, il y a un consensus, j'ai l'impression, alors peut-être pas auprès de tout le monde, mais on parle quand même beaucoup de 10 000 $ par Ether. C'est un chiffre que j'ai vu pas mal Mmh. revenir. Et c'est vrai que du coup, ça va rejoindre ce que tu as dit, parce que s'il y a un consensus autour de 10 000, en plus d'avoir accumulé dans le période qui vont bien et tout, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un coefficient de sécurité, c'est-à-dire le consensus général est à 10 000, taper 20% dessous, 30%, 40%. 30%, ouais, c'est bien, ouais. Mais tu vois, au moins 20%, tu te dis 8 000. 8 000, c'est vrai que ça paraît raisonnable, ça fait un x2 par rapport à l'ATH. Alors oui, on ne dit pas ça va péter, on va faire des x15, on va devenir, tu te dis x2 par rapport à l'ATH précédent. Si je suis déjà un x4, x5, putain, mais ça va, c'est bon. Mmh. Prends les bénéfices et attends pas le x3 à 15 000, à 20 000 avec les frais de gaz, avec les plateformes qui sont aux fraises avec les frais de gaz, avec le slippage de fou qu'il va y avoir, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Et si tu veux passer sur
tout ce qui est décentralisé, si tu investis sur des tokens un peu qui sont pas encore listés ou sur des DEX obscurs, il va falloir que tu passes sur des plateformes décentralisées. Et pour l'avoir fait et pas sur ces niveaux de prix-là, c'est un beau bordel, hein, parce que Mmh. le slippage, les frais de gaz, en plus si tu t'es pas entraîné avant, alors là ça va être ouais, ça va être compliqué quoi. Donc Mmh. se préparer, sortir avant la bataille au final c'est pas plus mal parce que bon, alors tu regardes un peu tout, tu dis oui j'aurais pu faire un peu plus et tout. Bon, au final tu t'évites aussi pas mal de casse-tête et de te dire ok là je suis bien content de pas être au milieu du bain de sang là, essayer de sortir, essayer de faire des trucs et tout quand tout est hyper cher. Et il faut pas se louper non plus parce que je sais pas le bag moyen des gens. Mais c'est vrai que si tu commences à devoir taper des frais de gaz sur la partie décentralisée de l'écosystème avec Ethereum, quand le prix est près de son ATH, peut-être à 10 000, 15 000, tu as intérêt d'avoir un sacré pack quand même parce que pour que ça vaille le coup. Hein, parce que même si tu as fait tout ce qu'on va parler après du liquid staking, de la DeFi pour aller chercher du 10, 14, même 20% de rendement à droite à gauche pendant plusieurs années, à essayer d'optimiser avec des solutions, de staker sur plusieurs chaînes et tout. Et si au moment de sortir, si tu te tapes plus que tout ce que tu as gagné de tout ce que tu as pu gagner de staking, de Bah, en revenu récompense. passif, quoi, en Ouais, gros, en récompense, ouais. en récompense ou autre chose comme ça, si tu dois tout claquer, voire même taper dans ton bac principal pour pouvoir sortir à cause des frais de gaz, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Tu t'es fait Mmh. chier et au final, Mmh. tu claques tout cet argent pour pouvoir sortir. Donc faut Mais c'est pour réfléchir ça qu'il y aussi. a des il y a des solutions, tu vois? Tu es pas obligé non plus aujourd'hui, je pense que si tu as un entre guillemets «un petit bag», et ça dépend pour chaque personne, mais si tu as quelques milliers d'euros à investir, la DeFi, tu la fais pas sur Ethereum. Aujourd'hui, point barre. Même si les swaps, et aujourd'hui les frais de gaz, historiquement parlant, c'est quand même relativement bas par rapport à ce qu'on a connu. Mais même si c'est bas par rapport à ce qu'on a connu, ça reste quand même hyper cher. Tu veux faire un transfert, de RC20, tu peux payer 20 balles, 20 à 30 balles pour faire un transfert de RC20. Moi, hier, j'ai fait un swap, j'ai payé 150 €. Tu vois, pour faire un swap sur le MetaDex, la méta agrégateur de DEX et tout, j'ai payé de l'argent et on est aujourd'hui sur des niveaux où encore très peu de gens, selon moi, se sont intéressés de nouveau à la crypto. On l'a vu, tu vois? Les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, quand tu vas sur Google Keyword Planner et tout, on voit que l'intérêt de la part de la communauté reste quand même relativement faible. Mais, tu vois, ça pose question et je pense que ça, c'est des infos aussi à avoir en tête. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous dites: «OK, je suis rentré sur 2022-2023, sur l'Ether» où au final même les frais de gaz étaient vraiment hyper bas. Vous pouvez payer, quelques centimes pour payer des frais de gaz. Moi sur 2023, je me souviens que j'avais fait des swaps, je payais 80 centimes pour faire des swaps. C'était encore du jamais vu, tu vois? Par rapport à ce qu'on a connu sur 2020, c'est pas resté longtemps. Mais même si vous arrivez à rentrer sur la DeFi sur ces niveaux de prix-là, il faut vous dire: «OK, vous êtes rentré sur des niveaux de prix intéressants et sur des frais de gaz qui sont ultra faibles». Après, c'est la sortie. Parce que la sortie, quand vous voulez retirer votre pool, quand vous voulez faire vos trucs, si quand vous voulez retirer votre pool, vous payez 3000 balles pour retirer votre pool, ouais, vous allez réfléchir à 2 fois, hein. Et nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs reprises. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui commencent à réfléchir et on en parle dans l'accompagnement, hein. On en parle de tout ça, hein, dans le programme d'accompagnement. Mais en gros, de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où, bah, l'Ether va commencer à augmenter, les frais de gaz seront super élevés, est-ce que vous avez préparé votre stratégie de sortie aussi? Mais dans la stratégie de sortie, c'est ce truc-là aussi. Comment vous récupérez votre argent? Est-ce que vous êtes, sur une layer 2, en sachant que quand vous allez être sur des layer 2, bah, c'est des actifs synthétiques aussi qui sont à risque avec les bridges, les problèmes de hack et quand on est en période de bull run, il y a aussi des plus de risques et une incentive beaucoup plus importante d'aller hacker ces bridges. Donc, vous êtes aussi sur des plus-values qui peuvent être à risque. Comment vous sécurisez vos plus-values? Est-ce que vous les rapatriez quand même sur la blockchain native de base en payant un premium qui va être les frais de gaz super élevés? Enfin, voilà, c'est aussi une réflexion à avoir parce que le marché, il évolue constamment. Et je pense que le sharding, c'est pas pour tout de suite sur Ethereum, que les frais de gaz vont faire qu'augmenter, que si on est sur un Ether avec les ETF là qui arrivent, c'est une bombe à retardement si vous n'avez pas prévu le truc, je pense que vous êtes pas prêt, hein. Si vous n'avez jamais connu un bull run avec des frais de gaz super élevés et des temps de transaction aussi qui sont super longs, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous commencez à valider une transaction, vous dites: «C'est bon, les setups sur MetaMask est plutôt bien fait», vous validez votre transaction et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui veut minter un NFT qui est prêt à payer beaucoup plus cher pour vous. Il vous passe devant sur le bloc et vous, votre transaction, elle est reléguée au même pool et vous pouvez passer des jours, voire des semaines, si vous ne faites pas attention, à ce que votre transaction soit en pending et qu'elle attend. Parce que quelqu'un a fait spiker le prix, enfin des frais de gaz. C'est un peu technique ce que je vous dis, mais il y a des gens comme ça qui arrivent, qui font des transactions, ils valident leur truc, puis ils disent: «Putain, je comprends pas, j'ai payé 300 balles de frais
Et ma transaction, elle est toujours pas passée, ça fait une semaine. Bah ouais, parce qu'en fait, tu as un gars, qui a voulu payer beaucoup plus cher, pour minter un NFT ou peu importe, qui est très consommatrice en gaz et qui est passé devant vous et si vous avez pas suivi votre truc, bah, vous êtes obligé de payer des frais de gaz pour annuler votre truc ou pour accélérer votre transaction pour que les validateurs, la sélectionnent. Voilà, c'est des choses à savoir, mais à prévoir aussi pour le bull run, quoi. Plus les attaques MEV, parce qu'au final, quand j'ai regardé Mmh. on-chain, moi, je me suis fait sandwicher comme il faut, quoi. Bon, on en a Mmh. déjà parlé, mais tout ce qui est attaque MEV, où on va passer des transactions avant et après la vote pour faire profiter de l'augmentation temporaire du prix et vendre juste après. Je pense que ça m'est arrivé aussi, justement dans ces périodes-là où il y a les frais super élevés et que voilà, tu vas aller sur des decks, tu as besoin de faire tes transactions. Donc non seulement les prix augmentés, donc psychologiquement, c'est plus difficile pour toi. Si tu n'as pas trop pensé ta stratégie, tu te retrouves, bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que je sorte, j'ai un stake qui arrive à expiration, il faut que je unlock, il faut que j'aille minter, il faut que j'aille faire quoi que ce soit. Il faut que je le fasse maintenant, sinon j'ai peut-être commencé à perdre des rewards. Tu te connectes, tu regardes MetaMask, on te demande 400, 500, 600, 700 euros de frais. Tu dis, il faut que je le fasse quand même parce que j'ai peut-être, allez, je sais pas, 5, 10, de l'argent à récupérer. Donc là, tu commences à faire ton truc. Et si tu n'as pas conscience de tout ça, que les prêts, pas régler ton slippage, par exemple. Donc là, effectivement, une transaction comme ce qu'a dit Thibaut, justement, il y en a que c'est arrivé la dernière fois. Un nouveau projet NFT qui se lance, les frais de gaz, dans l'heure, tu fais fois 3 fois, 4 fois 5. Donc là, tu comprends pas ce qui se passe. Toi, tu pensais te connecter, je sais pas, parce qu'en plus, tu peux regarder la heatmap non, des frais d'Ethereum, Mmh. où tu as le matin, en général, aller à 10 heures, ça se calme un peu. Et l'après-midi, ça a tendance à augmenter. Le dimanche matin, bon, bref, tu peux optimiser un petit peu tes stratégies de frais sur la heatmap. Donc là, tu dis, c'est peut-être un moment propice. Et là, pas de chance. Il y a un nouveau projet qui arrive qui va complètement collapser la blockchain. Et toi, tu as essayé de lancer ton truc, tu as pas réglé ton slippage. Bon, mais tant pis pour toi. Tu vas prendre, voilà, c'est exactement la gas price heatmap où vous pouvez voir là où les frais de gaz sont les moins chers historiquement. Donc, on donne sur la semaine en général avec heure par heure les moments les plus propices pour faire ces transferts. Donc, vous pouvez vous connecter, regarder le plus clair. En général, le plus clair, c'est là où les frais Mmh. sont Moins cher. le moins cher. Et donc, c'est un bon moment pour faire ses swaps, faire ses transferts ici, parce qu'en général, les frais de Hangway pour Ether sont moins élevés. Mais peut s'ajouter un nouveau projet qui se lance, une congestion de la blockchain temporaire, parce qu'il y a un nouvel événement, il y a un nouveau mint, il y a un nouveau airdrop, il y a ce que vous voulez, qui fait que les gens vont vouloir vendre. Et en plus, il y a tout ce qui est MEV, donc Maximal Extractable Value, donc tous les bots, toutes les personnes qui vont chercher à vous passer devant si vous avez des ordres importants en plus, pour faire augmenter le prix de l'actif et pouvoir le revendre juste après. Ce qui fait que vous allez en avoir moins, encore une fois, avec le slippage. Vous allez vous allez avoir moins d'actifs à la fin que ce que vous aviez prévu initialement. Mmh. Donc là, tu peux ajouter des RPC pour protéger de la MEV type Flashbot, mais il faut avoir conscience aussi, parce que moi, la première fois, j'y suis allé, mais comme un bourrin, quoi. Premier bull run, j'ai besoin de faire des trucs, je fais des swaps. Allez, on y va. Tu sais, tu fais les swaps quand ça te va bien, parce que tu n'as pas forcément envie de te lever le dimanche matin à 6 heures du tam, parce que c'est le moment le plus propice. Donc tu dis, tant pis, je vais faire mon swap à 18 heures parce que c'est là où ça me va bien. Donc non seulement tu prends des frais de gaz supérieurs, peut-être sur la semaine, c'était le moment où il fallait pas le faire. Plus tu as les attaques sandwich, les mecs qui se gavent sur ta tronche à chaque fois parce que c'est des bots en plus, et en plus eux-mêmes se font attaquer par d'autres bots. Donc si tu n'as pas conscience de tout ça, alors très certainement la transaction va passer. Par contre, À quel prix? en frais de gaz et en actifs que tu récupères, quand tu regardes, tu as Bah, intérêt le vraiment à ratio, avoir tu te fais éclater, hein. tu te En fais ratio, tu éclater. te fais Donc éclater. tu prends peut-être 20 ou 30 ou même peut-être plus de pourcents en moins que ce que tu aurais pu Mmh. récupérer ou garder si tu avais été un peu plus précautionneux, si tu avais eu conscience de tout ça. Donc ouais, franchement, c'est pour l'avoir vécu, réfléchissez bien à tout ça et pas toutes les stratégies, tout ce que vous mettez en place, comment on va sortir les actifs et les actions qu'il y a à faire une fois qu'on les a sortis. Parce que ça peut vite rogner, voire bouffer, voire dépasser tout ce que vous avez mis en place pendant ce bear market, tout ce que vous avez mis en place pour gagner un peu de sous, ben, ça peut être croqué très rapidement par tout ça, quoi. Ouais. Il y a Sargas qui dit: «Car le BTC s'institutionnalise». Quand on disait que, les gens se désintéressaient globalement un peu de ce qui se pouvait se passer en crypto, c'est vrai que là, en fait, la nouvelle vague, c'est la vague vraiment des institutionnels et puis voilà, c'est humain, on s'habitue au BTC, je suis plutôt d'accord, je suis plutôt d'accord. Heu, Martin qui dit: «Après moi, je suis content.
que s'arrange pour accumuler. On sait maintenant qu'on peut avoir une montée plus saine. Ouais, c'est ça, en fait, c'est toujours pareil. Les gens pensent que ça va monter en ligne droite et beaucoup ont des attentes aussi en crypto, de se dire: «En fait, ça augmente tout de suite ou ça corrige ou ça augmente direct et puis ça corrige». Mais des fois, c'est en mode ça range pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans et d'un coup ça pète. Ça aussi la réalité, c'est que des fois, il peut rien se passer pendant longtemps, surtout sur pas mal d'altcoins. Bah, les Cardano, hein, le précédent cycle, ça a été ça, hein. Pendant 2 ans et demi, il a rangé et il a commencé à passer de 10 centimes à plus de 4 € sur 6 mois, 5 mois, pendant la alt season. Et c'est ça la réalité, c'est que beaucoup de gens, en fait, mentalement, c'est hyper dur. En bull run, les gens se disent: «Punaise, il y a tout qui pump sauf mon truc». Moi, ça fait 3 ans que j'ai acheté mon bag, je suis encore en perte, on me dit de recharger en bear market, franchement, fait chier. Et au moment où vous vendez, c'est le moment où le truc va pumper parce que vous ferez partie des derniers à capituler, en fait. Et les gens, ils capitulent pas forcément en période, enfin, il y en a beaucoup qui capitulent en période de bear market quand le prix, baisse énormément. Mais après la deuxième vague de capitulation, c'est l'ennui en bull run. C'est de se dire: «Il y a tout qui augmente autour de moi, il y a pas mal de trucs qui se passent, sauf les projets dans lesquels j'ai investi». En fait, ça pareil, c'est un biais, hein. Vous avez l'impression que c'est tout qui augmente sauf votre projet, c'est pas le cas. Il y a plein de projets qui augmentent pas tout de suite, hein. Et on vous l'a dit, hein, les codes de cycle 2, cycle 3, cycle 4, les anciens schémas narratifs et tout. Faut juste savoir comment ça fonctionne. Voilà. D'où l'intérêt de vous former, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous rabâche des choses que vous connaissez sans doute déjà, hein, mais c'est super important, hein. Et ça, c'est des années d'expérience qu'il nous a fallu pour comprendre, en fait, ce truc. Et si vous êtes là sur ce live, c'est que vous l'avez compris, hein, mais voilà, c'est ce qu'on vit là, pour moi, c'est ce qu'on a déjà connu sur les cycles d'avant. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau. À part peut-être les institutionnels et tout le reste, mais c'est important de prendre du recul et encore une fois, de vous former, voilà. Donc si vous avez, envie de vous former, vous avez Crypto Investisseur dans la description de la vidéo et puis le programme d'accompagnement pour tous ceux qui veulent suivre, ce qu'on fait avec Mickaël, les stratégies de farming qu'on a mis en place en ce moment, notre allocation de portefeuille et tout ce qui s'ensuit. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos avec à chaque fois le premier lien quand vous cliquez dessus qui va vous rediriger sur une page avec une vidéo explicative qui va rentrer dans le détail pour vous donner un peu plus de précision, sur ces différents sujets-là.